Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Des mots de minuit, bonsoir, heureux de vous retrouver après 15 jours de Roland-Garros. Nous allons ce soir en Jamaïque, en Italie, en Australie par exemple, et nous allons aussi nous intéresser au ressentiment dans l'histoire. En Jamaïque avec Made in Jamaica, c'est un film documentaire de Jérôme Lapérouza. Jérôme, avec vous, on va s'intéresser au reggae, à son évolution et surtout à ce que dit le reggae d'une situation sociale et de rapports sociaux dans un pays comme la Jamaïque, mais bien plus loin que ça aussi. Marc Ferraud, le ressentiment dans l'histoire, comprendre notre tranche chez Odile Jacob. Marc, vous êtes un habitué des plateaux de télévision, mais vous êtes d'abord un historien de talent, de renom, qui a fait beaucoup de choses et qui a fait une chose extrêmement importante, qui a notamment associer la curiosité pour l'image dans la compréhension de l'histoire. Cette fois, vous publiez chez Odile Jacob le ressentiment dans l'histoire et vous essayez de nous démontrer comment, avant même les causes immédiates, il y a dans la tête des individus des ressentiments qui, par exemple, leur font faire la guerre ou se précipiter sur des tours comme en septembre d'une certaine année. Emma Dante, bonjour madame, vous êtes italienne, vous écrivez du théâtre, vous écrivez un théâtre qui est un théâtre de la rue, de la ville, qui est un théâtre militant, qui dit très bien les ambiguïtés ou les tabous qui parfois altèrent les rapports entre les hommes et les femmes. David Fauquemberg, comme Fauquemberg dans le Pas-de-Calais, Nulle Arbor, c'est publié chez Houellebecq dans la collection Étonnant Voyageur. Vous êtes un traducteur, vous êtes un voyageur et vous devenez écrivain en publiant ce récit qui est d'abord autobiographique, qui raconte un de vos voyages en Australie. Et on aura l'occasion tout à l'heure de vous poser la question de savoir pourquoi il a fallu 7 ans pour que ce récit apparaisse aujourd'hui. Musique, bien sûr, avec Carmen Consoli dans cette émission, et Daphné, que je vous propose d'écouter tout de suite. Daphné, son dernier album s'appelle Carmin. Alors, qu'est-ce que je dirais de cet album? Que c'est un... Alors, tiens, j'essaie pied de nez et chanson réaliste. Essayez de voir comment, dans le sens dans lequel on le conjugue. Extrait, musique à mort. Daphné. Vous m'en demandez trop, c'est à cheval que je partirai bientôt. Je mens très mal, je m'envolerai alors. Dans un vaisseau de fête et de santal, je mets les voiles, jamais je ne m'arrête, je vais ailleurs, là où le temps on l'oublie. Music is a lover, and lovers are music. Music is my lover, and lovers are music. C'est vrai que j'aime dans la nuit disparaître au bras de celle qui
qui me plaît. Music is a lover, and lovers are music. Music is my lover, and lovers are music. Music, music, music. Merci Daphné. Des mots de minuit, on va commencer avec la Jamaïque, ensuite on ira en Italie et on terminera en Australie. Mais il y a quelque chose, y compris dans le ressentiment dont parle l'historien Marc Ferraud, il y a quelque chose qui vous rassemble, me semble-t-il. J'y pensais en préparant avec l'équipe l'émission. C'est la dimension brute de sentiment chez les uns et les autres. C'est-à-dire que vous, comme documentariste, vous l'historien, vous l'auteur de théâtre et vous le voyageur, vous décrivez d'une manière extrêmement brute le quotidien ou la vie des gens que vous observez ou que vous essayez de transcender. Jérôme Lapérouse, vous êtes, vous, homme d'images, des clips, des fictions, des documentaires, mais aussi un amour de la musique. Ça peut passer par l'opéra, mais il y a aussi Mick Jagger, il y a aussi le reggae et la Jamaïque, pays sur lequel vous avez travaillé plusieurs fois. Pourquoi cet amour de la musique? Et avant, réponse à cette question sur... Vous êtes très brutal dans la manière dont vous dites les choses, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est brut et c'est salutaire quand on est submergé par l'image. Mais je crois que, si vous voulez, le rock'n'roll, la pop musique dans les années 60 a été quelque chose de tout à fait novateur. C'est-à-dire que pour la première fois, les classes sociales défavorisées pouvaient s'exprimer par la musique et par le rock'n'roll. Avant, la musique, elle était partagée ou par des gens extrêmement aisés, la noblesse, ou dans l'enceinte religieuse. Et là, pour la première fois, le fait d'avoir une musique amplifiée avec des moyens électriques, on pouvait s'adresser au plus grand nombre lors de concerts. Et donc, le rock'n'roll était une musique au départ, une musique de révolte. C'est la raison pour laquelle vous vous y intéressez ? Ça m'a touché, c'est-à-dire que dans les années, si vous voulez, dans les années 60, 70, effectivement, il y a eu un mouvement vers le rock. Moi, je me suis beaucoup intéressé au rock'n'roll, à la pop musique, c'est-à-dire j'ai fait les premières émissions à la télé sur le rock qui s'appelait Bouton Rouge avec Harris et Sédoui, entre autres. Et puis bon, après j'ai continué, j'ai exploré plein d'autres choses, mais donc le choix c'était ou le rock ou le cinéma. Bon, j'ai choisi le cinéma. Maintenant, pour en revenir à la Jamaïque... Non, je continue là-dessus sur l'image comme moyen d'expression. Est-ce que vous avez, alors, pour le coup, est-ce que vous avez une manière rock'n'roll d'écrire ou de faire de l'image? Bah, c'est un esprit, je pense quoi. à Continental Circus, oui. Début des années 70, 72, je crois, donc, qui est un film sur la course moto et des individus engagés dans cette dinguerie, si on peut dire. Et votre manière de filmer est très brutale. Il n'y a pas de, on n'enjolive pas. Et on est au cœur de ce qui se passe, au cœur de ce qui, pour les individus que vous filmez, est leur réalité. Et c'est dur. Et c'est dur en Jamaïque aujourd'hui avec Made in Jamaica. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, encore là, vous voyez, vous parlez de moto, c'est très proche du rock aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire que Continental Circus, Jimi Hendrix avait sa guitare et Jack Findlay, le personnage principal de mon film, lui, il joue de sa moto, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est l'engagement, enfin, ce qui m'intéressait, moi, c'est l'engagement total de ces personnages. C'est-à-dire qu'avec l'idée d'être en état de spectacle, c'est-à-dire de rouler à 280 à l'heure sur une moto, en prenant une courbe d'une manière absolument parfaite, et en étant le sujet de sa propre expérience. C'est-à-dire que tout d'un coup, si esthétiquement la chose ne se passe pas bien, on va à la chute et on est puni. Enfin, je veux dire et on en meurt éventuellement. Donc effectivement, il y a un engagement total de la personne. Et celui que vous choisissez, c'est Findlay, c'est-à-dire c'est le loser. C'est le second. Enfin, c'est pas le loser. C'est le poulidor.
Pardon ? C'est le Poulidor. Oui, c'est le Sauf qu'il Poulidor. est un peu plus vite. Mais C'est bon. au-delà de ça, c'est aussi l'homme qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire que si vous voulez, le premier, c'est le héros, c'est Agostini, qui est béni des dieux, qui est très beau, et puis qui finalement a accès à la richesse et aux aides et à l'argent et à la moto la meilleure. Et le second, lui, il vient d'une classe sociale modeste et il essaie de s'exprimer aussi et de vivre sa vie aussi, quoi. Donc, il y a une démarche, effectivement, vers une classe sociale précise. Ce qui nous amène à la Jamaïque. Alors, aussi. ce qui nous amène à la Jamaïque, avec, quand je regardais votre documentaire, qui est sur les écrans, je me disais, on oublie ce que ça recouvre de réalité sociale, la musique. On aurait tendance à être embarqué dans la dimension musicale, et il y a une histoire du reggae, avec une évolution, avec une volonté d'aller plus loin que Bob Marley, mais il y a aussi d'abord, et c'est ce qui saute à la figure quand on regarde votre film, toute cette réalité sociale que décrit cette musique. Oui, ce qui est fort, si vous voulez, dans le reggae. Moi, quand je me suis penché sur le reggae il y a un peu plus de 25 ans, en fait, j'ai rencontré Marley qui avait vu mes films et on a décidé de faire un film ensemble. Parce qu'en fait, c'est Marley qui m'intéressait. Parce que, si vous voulez, cette musique populaire, à la fois avec une rythmique extraordinaire et une mélodie absolument incroyable. La rythmique, c'est la espèce de pulsation cardiaque comme ça, très lourde, qui s'appelle le one drop, hein, du reggae roots. Et puis cette mélodie... Reggae roots, reggae d'origine, hein, des origines. Voilà, le reggae des origines. Il y a déjà 30 ans, 40 même. Oui, il y a un paquet de temps, donc ça c'est très chaleureux, très dansant, donc c'est très plaisant, une musique comme ça très, très chaude, et puis en même temps il y a un texte qui est très précis, c'est-à-dire que c'est défense des droits de l'homme, on raconte notre histoire, on a été déportés, 4 siècles d'esclavage, voilà où on en est, et ensuite un commentaire social, commentaire de la vie quotidienne. Et ce qui était intéressant, c'est que ces gens n'avaient pas accès aux médias, ni à la télé, ni aux radios, ni pas. Et ils sont servis, si vous voulez. Ils se servent des textes de leurs chansons pour dire ce qu'ils vivent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une musique du ghetto, en fait. C'est une musique de révolte, c'est une musique militante, et c'est le cri du ghetto. Extrait de votre film, premier extrait, Elephant Man, qui est mondialement reconnu comme un energy man. Qu'est-ce que c'est qu'un energy man ? C'est un type qui est, il le dit lui-même, il dit « j'ai prié Dieu pour devenir une superstar, il m'a exaucé ». Parce que c'est un homme effectivement du ghetto. Energy God, ça veut dire qu'il a une pêche absolument extraordinaire et que c'est un showman incroyable. Et très, très, très étonnant. Et il incarne le dance hall, qui est le dernier avatar du Voilà, du le reggae. dancehall, c'est le rap jamaïcain, parce que ce sont les Jamaïcains qui ont inventé le rap, le talk-over. Extrait. Bob Marley and the roots reggae, that's the foundation. That's what started everything. So that's a slow type of, rubber dub music. You burn your chalice and smoke your weed. And you have your red and green and yellow flag or your headband around your head and you're rocking to the... But dancehall is more up-tempo and crazy and torch blazing and lighters flashing up in the air and people jumping and dancehall is like rock and roll. Reggae is like, the culture. No man no cry. Alors, évolution du reggae, le dance hall, on est parti du roots, hein, donc aujourd'hui on a quelque chose qui est beaucoup plus rythmé, qui va beaucoup plus vite, et là on voit bien, il est en train de nous enterrer les vieux là. Non, il est en train de leur faire un hommage, en fait. Oui, non, mais je veux dire, Oui. bon, il fait un hommage, mais en disant, maintenant, il faut que ça pulse un peu plus, quoi. Oui, mais en même temps, il y a un respect énorme, parce que ce qui est marrant dans le dancehall, c'est que c'est à la fois une musique très, très militante, il peut y avoir des textes incroyablement militants, même chez Elephant Man, ou chez Bounty Killer, ou chez Vybz Kartel, à un moment dans le film, chante We Kill We, c'est-à-dire qu'on se tue entre nous, quoi. Je veux dire que ce serait tellement simple qu'il y ait un génocide et qu'on s'assassine les uns les autres. Malheureusement, c'est ce qui se passe un peu. Donc, ils sont tous en train de crier au secours, arrêtons de nous assassiner, de nous tuer, et avançons vers l'union, quoi. C'est ça l'objectif. Et donc, il y a vraiment il y a un engagement des musiciens pour qu'on arrête l'automassacre. Absolument. Et puis la reconnaissance. Non, ce qui est marrant, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que la Jamaïque, c'est quoi ? C'est une île qui a la taille de la Corse. Donc c'est tout petit sur la carte du monde, hein. Et ce qui est intéressant,
c'est que c'est un pays qui est connu par sa musique. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez 3 générations qui dansent sur le reggae, et cette musique est écoutée absolument partout. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment un peuple retrouve et reconstruit son identité à partir de la musique. C'est ça, c'est ça qui, moi, me fascine. Et au-delà de ça, c'est intéressant, parce que c'est une musique qui a une véritable portée universelle, puisqu'elle parle de nous. Elle parle de tous les ghettos du monde, elle parle des pays riches et elle parle des pays pauvres. Et elle s'inspire aussi de la religion, en tout cas du rapport à Dieu. Extrait de Made in Jamaica, Rastafarisme, avec les religions en tout genre qui inspirent cette musique. Capleton, c'est un représentant du reggae conscious. Extrait. I'm saying you don't know, only the fire them can't take from us, you know. That's the fire that burn within, you know. Fire that's let us stand up and fight for our rights, you know. And said equal rights and justice for all, you know. Know yourself, be yourself, know who you are, know where you're coming from in order to know where you're going, you know what I mean? Never be a traitor or sell out to your own self, you know what I mean? Yeah, you know, education is the ultimate. It is good to be educated, you know. But I always remember you must also be re-educated, you know. Re-education comes through you, true self-esteem, you know. True self-value, you know. Yeah, Rastafari, Haile Selassie first. Holy Emmanuel, I Marcus Garvey, yeah. Yeah, man! Well, I tell them now. Right. No for them a hype, but we still all live right. No for them a dark, but we still all live right. We burn them dirty heart. Jah is my life, and Jah is my soul. Jah is my everything. La bande originale et la bande musicale de votre film sort en même temps que le documentaire. Sur la manière de filmer, c'est du son live, c'est du son... Oui, c'est ça. Alors pourquoi ce parti pris aussi en termes de réalisation? C'est-à-dire que 2 choses. J'aborde le documentaire d'une manière particulière. Moi, j'aborde ça comme une fiction, en fait. Je travaille, je fais plusieurs prises, j'éclaire, je cadre, je place mes caméras et je travaille avec les artistes. Comme quand vous filmez les motards, les petits rats de l'opéra, enfin, etc. Voilà, je mets en place, si vous voulez, c'est le contraire d'un reportage, pour être très très clair. Et au-delà de ça, si vous voulez, je travaille avec mes artistes, donc j'ai fait un casting, au lieu d'avoir 3 stars, j'en ai 15, ce qui n'est pas simple, parce qu'il faut les réunir, mais je développe un mode de rapport comme avec des acteurs de fiction. C'est-à-dire, je veux dire que j'établis la confiance, je les nourris, eux me nourrissent, et on travaille ensemble, et je travaille avec eux comme avec des amis. Parce que mon principe, c'est de m'immerger dans les personnages, comme j'avais fait dans les précédents films, mais dans la vie de ces personnages, et afin de pouvoir restituer, quand je filme, une espèce d'intimité, et de donner au spectateur une proximité et accès au monde privé des gens que je filme. Là, il s'agit d'artistes, donc je rentre dans le processus de création au plus près, quoi. Entre le film que vous faisiez sur les motards fous qui font la course et qui font la course en faisant le tour des circuits, vous disiez en 1972, dans 10 ans, je serai le spécialiste de la pulsion de mort au cinéma. On est en 2007 et j'ai l'impression que quand vous filmez le reggae, vous filmez aussi sinon cette pulsion de mort, en tout cas ça a à voir avec ça aussi. Ça a à voir avec, parce que si vous voulez, la Jamaïque, ce qui est intéressant, c'est contradiction excessive. C'est-à-dire que vous avez à la fois un pays extrêmement religieux et indépendant depuis simplement 45 ans, extrêmement religieux. La religion les aide à se reconstruire. Bon, après, ça a dévié, si vous voulez, ça a été vers le rastafarisme, mais peu importe, la religion les aide. Bon. Ensuite, la musique les aide et parle de tous ces thèmes-là. Est-ce que c'est le rapport de l'argent et la musique ? Non, si, c'est la survie, c'est pour sortir du ghetto. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est pas simplement, c'est la survie, mais en disant ce qu'ils vivent. C'est ça qui est rare. Ils disent vraiment ce qu'ils vivent, et je veux dire, ils utilisent des images, des textes qui sont tout à fait particuliers. Et donc il y a la religion, il y a en même temps les relents de l'esclavage, avec une espèce d'onde de choc comme ça qui fait qu'il y a une violence extrême. Kingston est une des villes les plus violentes au monde. Donc la criminalité qui est là. La sexualité, la sensualité, la notion de fête, la notion de mort, et au-delà de ça, dans le film aussi, c'est société machiste, mais en même temps matriarcale, et où la femme joue un rôle très important dans le ghetto, puisque c'est elle qui élève les enfants,
Et tout d'un coup, émergence des artistes femmes en Jamaïque qui deviennent porte-parole de ces femmes. Lady So, par exemple, la First Lady du dance hall, elle revendique la possibilité de laisser s'épanouir sa sexualité. Extrait, face au machisme des hommes, évidemment. Extrait. But I started doing a lot of clean songs like, how am I losing you, darling, you know? And I wasn't getting the attention that I needed or the money that I needed to make. So I noticed the guys were singing a lot about sex, but not in a good way. A lot of them were putting down women and saying all kind of things about women that weren't decent, you know what I'm saying? So I said, okay, let me try this. So I started singing about sex, how good it is, how good I am. That's when I started getting all the attention I needed. People were saying she's bad, she's too rude, she's lewd, she's X-rated, she's raunchy. But I love attention. If you wanna know that, please ask me about it. Say it loud, go on, afraid to shout it. Bad, I'm in Nari wrote it. Straight bad girl and nobody can doubt it. Bad, and I know about me, I'm out it. Physically bad girl, test me, not quote it. Ça s'appelle Made in Jamaica. Est-ce que vous avez un objet? Ah, un objet, oui, j'ai un objet dans la poche. Qui? Tout à fait. Un objet qui me plaît beaucoup. En fait, c'est le peintre Jean-Michel Alberola qui a vu le film et qui m'a fait cette petite peinture qui me touche beaucoup, sur laquelle il y a marqué « Contradiction excessive ». Et on comprend pourquoi quand on voit le film, voilà. Le film qu'on vous recommande, bien sûr. Et Madante, est-ce qu'à Palerme, des femmes peuvent, comme Lady So, qu'on vient d'entendre il y a une seconde, revendiquer cette liberté sexuelle face à un machisme triomphant, si j'ose dire, en Sicile? Disons que les choses se passent un peu mieux aujourd'hui que par le passé, mais il y a une grande... la femme est toujours opprimée, notamment dans l'arrière-pays sicilien, où il y a des familles, en fait, qui gardent, en fait, les femmes dans un état d'enfermement, en quelque sorte. Ces femmes sont soumises. L'homosexualité est un tabou, est toujours un tabou. Il y a également le problème de l'inceste, un problème en fait qui concerne la famille en tant qu'institution, qui fait en sorte, qui impose la loi du silence sur les secrets au sein des familles. David Fauquemberg, quand vous entrevoyez quelques éléments de ce film et quand vous entendez Jérôme Lapérouse, quelle est votre réaction, vous le voyageur et celui qui a aussi arpenté, mais qui est plus dans la solitude, quand il voyage? Sur ce que vous disiez tout à l'heure, déjà c'est vrai que le reggae, quand on voyage, on le trouve partout. C'est quelque chose chez les jeunes, c'est toujours cette musique-là de nos jours qui est utilisée pour justement se révolter. Chez les aborigènes dont je parle dans mon livre, les jeunes écoutent du reggae en fumant des joints, quoi. Mm-hmm. Et c'est une musique qui a cette force-là, je pense, parce qu'elle est simple à jouer. Il y a beaucoup de groupes, simple à jouer, évidemment pas au niveau de ces musiciens-là, mais il y a quelque chose comme ça, un peu comme le blues, quoi. C'est des choses, avec 3 accords, on arrive à rendre des rages intérieures. Donc moi, c'est la première réflexion que ça m'inspire. Et puis bon, cette brutalité-là, cette façon dont vous la rendez, alors j'ai pas vu le film, c'est difficile d'en parler, mais c'est quelque chose qui m'est cher aussi dans la façon dont j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire cette façon de faire du documentaire, puisque c'est un récit, donc on est quand même censé parler d'une chose qu'on a vécue, mais en le traitant comme une fiction. Ça, c'est important. Je pense que pour rendre la réalité, même si c'est quelque chose qu'on a vécu ou qu'on a vu, il faut essayer de mettre ça en forme de manière dynamique, avec un regard qui n'est pas tellement différent de la fiction, ou d'un film de fiction, ou d'un roman. Je crois que la forme, le style, c'est vraiment l'émanation profonde de la personnalité. Je suis absolument d'accord avec vous. Marc Ferraud, j'ai l'impression que Jérôme n'a parlé que de ressentiment quand il évoquait la manière dont se construisait le reggae. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec? Oui, mais moi, ce qui m'a frappé à travers le film et ce qui vient d'être dit, c'est qu'au fond, par les expériences qu'il a citées du reggae et de ce qui l'a précédé, la musique a exercé une fonction de contestation, une action révolutionnaire, ce qui est inédit en histoire. D'habitude, c'est le discours. Ce sont les théories politiques. Et moi qui ai connu l'Afrique du Nord, je vois très bien que lorsqu'il y a eu les mouvements
d'indépendance en Afrique du Nord, ça ne passait pas par la musique. Alors que maintenant, on voit qu'à partir des Caraïbes en général, pas seulement de la Jamaïque, est arrivée une forme de contestation qui peut réunir, comme aux Caraïbes, des gens de races différentes. Des Noirs, même des musulmans, des Occidentaux, des jaunes. Et ça nous est arrivé de là-bas. Et même en France maintenant, le reggae peut être interprété par des Africains et par des Maghrébins. Alors qu'il y a 30 ans, ils se maïssaient, ils ne se parlaient pas. Il y a donc une fonction, pas seulement fédératrice dans la contestation. Fédératrice, pas seulement riches et pauvres, jeunes et vieux, mais gens de toutes les couleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait inédit. Ça remplace quoi? Bien, c'est dans la mesure où, disons que les idéologies n'ont pas non plus accompli leur devoir et ne se sont pas transfigurées comme l'espéraient ceux qui les chantaient, de sorte que c'est par le geste d'abord et la libération du corps en Amérique, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la libération du corps qui a permis aux Noirs, en quelque sorte, d'émerger dans la société. Ils se sont associés aux jeunes blancs et on voit ça maintenant en Europe, tout doucement, n'est-ce pas? Au moins en France. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est une petite lueur d'espoir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Pourquoi vous dites ça? Écoutez, il y a un monde qui nous entoure et on voit bien que, puisque vous parliez de ressentiment, depuis... C'est vous qui parlez de ressentiment. Les événements récents, sans parler de Ben Laden, on sent bien qu'il y a une épaisseur du ressentiment chez les islamistes qui dépasse les siècles. C'est-à-dire que la frustration, disons le traumatisme a attendu des décennies et des siècles avant de pouvoir exploser. C'est là qu'il y a du ressentiment. Marc Ferraud, quand l'historien que vous êtes, vous parliez tout à l'heure de l'Algérie, vous avez été résistant, résistant dans le Vercors, vous avez été professeur en Algérie, vous avez été dans l'école des Annales recruté par Brodel. On se demande pourquoi est-ce qu'un historien, après toutes ces années, s'intéresse au ressentiment. Il y a quand même suffisamment d'événements dans l'histoire pour éviter d'aller chercher le ressentiment comme cause supplémentaire, voire comme cause englobante de l'histoire. Disons que l'actualité et le passé m'ont en quelque sorte fait sentir que ce phénomène n'avait pas été analysé et qu'il joue un rôle en histoire. Il joue un rôle au-delà de ce que nous connaissons tous, la lutte des classes, le racisme, etc. Et il fallait déceler la part du ressentiment. Il ne faut pas le mettre partout, n'est-ce pas? Il ne faut pas le mettre partout. Il y a des tas d'événements. Par exemple, dans les luttes sociales, il n'y a pas nécessairement du ressentiment parce que les gens sont actifs et qu'en quelque sorte, ils exorcisent leur colère dans le combat. Le ressentiment a lieu lorsque pendant longtemps on a été impuissant, on n'a rien pu faire. Et c'est le cas notamment pour les Noirs en Amérique, n'est-ce pas, ou dans les Caraïbes. Alors, pour d'autres. Ou ce que vous dites, c'est-à-dire que quand vous parlez des attentats meurtriers à Madrid en 2004, que revendique Al-Qaïda, pourquoi l'Espagne est-elle visée, etc., vous donnez les raisons qu'on a traditionnellement avancées, mais vous dites, il y a autre chose, une blessure plus profonde dont la mémoire de l'islam garde la trace. Ayman al-Zawahiri, lieutenant et médecin personnel de Ben Laden, l'a rappelé dans sa première intervention au lendemain de l'attaque contre le World Trade Center en 2001. L'humiliation dont l'islam est victime remonte à l'expulsion des Morisques d'Espagne en 1492. Oui. Et vous pensez qu'au fil des générations de militants islamistes, cette mémoire passe, cet événement? Elle passe, mais elle ne passe pas que dans cet exemple, qui est un exemple emblématique, dirons-nous. On la retrouve en petit, si je puis dire, ou en moins fort, mettons dans le sud de notre pays, en Languedoc, où le souvenir de la croisade des Albigeois, le souvenir de la persécution des protestants demeure. Et c'est toujours de là qu'il y a une contestation de l'État, de la centralisation, de l'armée. Et même avec Beauvais, il est de là-bas. Mais avant Beauvais, c'était en 68, rappelez-vous, les camps du Larzac. C'est toujours par là qu'il se passe quelque chose qui est la suite d'une mémoire qui met en cause... Est-ce que vous croyez à un inconscient de l'histoire? Non. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire quelque chose qui passerait au travers des générations inconsciemment? Ce n'est pas inconscient, c'est une mémoire tout à fait assumée.
n'est-ce pas ? En Languedoc, Joutard l'a bien montré, de famille en famille, on se rappelle les crimes de l'époque de Louis XIV ou autre chose. Et les Arabes se rappellent parfaitement l'époque de leur grandeur, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin de oui, vous dites d'ailleurs à un moment dans votre livre, les Arabes se rappellent de l'époque où les chrétiens étaient dans la situation qu'ils connaissent aujourd'hui. Enfin, oui, ils ont une phrase même autrement plus dure que celle que vous énoncez. Ils disent « Comment avons-nous pu devenir les esclaves de ceux qui étaient nos esclaves ?» Ouais. Et c'est lorsqu'il y a ces retournements que le ressentiment contre cette faillite, en quelque sorte, est le plus fort et peut traverser des siècles, ce qui est le cas du monde islamique. Et vous dites, telle est l'interrogation que se posent ceux qui savent qu'en 1830, il y avait des esclaves chrétiens à Alger et en 1880, des esclaves caucasiens au Caire. On regarde un extrait d'un film qui a quand même beaucoup compté, alors on peut le contester, mais en tout cas, il est clair que parce qu'un film arrive, un président de la République change la loi ou fait que ce qui avait été promis soit tenu, on est quand même presque dans une caricature de notre société aujourd'hui. Hein. Oui, absolument. Il s'agit d'une... il faut que quelques stars suffisent à changer l'histoire. Excusez-moi, Marc Ferraud, mais bon. Extrait du film de Rachid Bouchareb, Indigène, 2006, prix d'interprétation collectif à Cannes 2006. Film aujourd'hui disponible en DVD, TF1 vidéo. Les recrues d'Afrique du Nord participent à la guerre de manière plutôt héroïque. On leur promet monts et merveilles. Ils n'obtiennent rien et leurs pensions ne sont pas payées. En tout cas, ils sont maintenus dans un statut de supplétif. Extrait de ce film. Avec des pommes de terre et des faillots pourris, la France est notre mère, c'est elle qui nous nourrit. Écoutez. Avec des pommes de terre et des faillots pourris, la France est notre mère, c'est elle. Écoutez mes frères, écoutez. Quand je me suis engagé, j'ai écouté ce qu'a dit le général de Gaulle. Il a dit que la France combattait pour la liberté dans le monde. J'ai pensé qu'à la guerre, on gagnerait les mêmes droits que nos frères d'armes français. On se bat tous ensemble contre Hitler pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Eh bien, il serait temps qu'il nous en donne un peu maintenant de cette liberté, de cette égalité et surtout de cette fraternité. On est en train de changer le destin de la France. Il est temps que les choses, elles changent pour nous aussi. Que tu cherches depuis le début. T'es un agitateur, en putain de merde. Les Français se couronnent les premiers. Ensuite, c'est vous, les pieds noirs. Et nous, les indigènes, on nous oublie. J'y suis pour rien, il y a des quotas. Il y a des quotas. Vous le savez, vous nous avez rien dit. C'est comme ça, tu peux pas comprendre, alors tu fermes ta gueule et tu dégages. Le comédien Sami Bouagila dans le rôle du caporal Abdelkader. C'est un moment du film qui illustre parfaitement le ressentiment dans l'histoire. On voit bien comment il émerge. Bien sûr. Mais c'est la désillusion qu'ont pu avoir les combattants algériens dans les armées françaises après 1944 et déjà après 1918. Cette désillusion, elle se greffe sur quelque chose de plus important, qui était quand même l'occupation des territoires. Alors, même si la plupart des Algériens de l'époque, on disait les Arabes plutôt, souhaitaient devenir français, il ne faut pas le cacher, n'est-ce pas ? Ils voulaient devenir des citoyens à part entière. Cette désillusion, ces promesses non tenues, ont créé justement ce ressentiment contre la France qui ne tient pas ses promesses. Vous écrivez, un autre grief alimentait le ressentiment des colonisés, en Algérie notamment. Les colonisateurs ne tenaient pas leurs promesses, outre le fait que des troupes indigènes avaient attendu, mais en vain, qu'à l'issue de leur sacrifice, chacun fut reconnu comme un citoyen à part entière. Sur 233 000 hommes, seule une poignée bénéficia de cette reconnaissance. Surtout, les Algériens virent ensuite, entre 1947 et 1954, comment le statut de l'Algérie ne fut qu'une duperie institutionnelle qui écartait la population indigène des vraies responsabilités. Marc Ferraud, le ressentiment, vous le trouvez partout, c'est-à-dire... Non. Je ne le trouve pas partout. Non, allez-y, dites-moi pourquoi vous dites non. Parce que ça banaliserait le phénomène.
Ce qui est important, c'est de voir là où il intervient et où il fonctionne. Je vais tout de suite vous donner un exemple, si vous voulez. Bon, quand Hitler attaque l'URSS, on ne peut pas dire que c'est le ressentiment qui soit à l'origine de cette attaque contre l'URSS. Deuxième exemple, plus clair encore. Quand les Italiens veulent conquérir l'Éthiopie, une colonie, comme les Anglais, les Français l'ont fait en 1896, ils n'ont aucun ressentiment dans cette guerre. Par contre, en 1936, lorsqu'ils veulent reprendre l'Éthiopie qu'ils ont perdue et qu'ils ont été humiliés par une défaite en 1896, à ce moment-là, il y a du ressentiment. De la même manière qu'il y a du ressentiment quand on... De la même manière qu'il y a du ressentiment quand on tond les femmes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là aussi, il y a... C'est un exemple que vous donnez. Alors, quand je dis partout, c'est une facilité. Oui. C'était une manière de dire qu'il y avait beaucoup d'exemples où vous réussissez à démontrer qu'il y a ressentiment. Si on prend les sages de Sion et le protocole, cette invention, semble-t-il, des services secrets russes, en quoi joue-t-il dans la formation d'un ressentiment? Comment est-ce que ça l'exacerbe? Bien, parce qu'on pouvait croire que ce texte démontrait qu'il y avait une internationale juive qui voulait dominer le monde. Et comme au XIXe siècle, un certain nombre de banques avaient été des banques juives, la banque Rothschild notamment, il y avait l'indice que peut-être ce texte exprimait une volonté assumée d'une judaïté qui n'existait pas d'ailleurs, d'un monde judaïque qui n'existait pas vraiment, de vouloir dominer le monde. Et comme par ailleurs et au même moment, lorsque ça a été traduit en allemand et en français, un certain nombre de révolutionnaires voulaient transformer la planète et qu'il se trouvait quelques-uns d'entre eux être juifs, en Allemagne, Rosa Luxembourg, en Russie, Trotsky, etc., il a pu se produire qu'un tas de gens ont cru qu'il y avait vraiment un complot, n'est-ce pas ? Et que ce livre, en quelque sorte, l'annonçait. Les protocoles de la rumeur, un film de Marc Lévin, chronique de l'antisémitisme ordinaire et documents saisissants, extrait de ce film documentaire qui a été réalisé en 2005 et qui montre comment cette rumeur et ce faux protocole a été réutilisé au moment des attentats du World Trade Center. Extrait. I want to know if anyone has ever heard of the Protocols of the Elders of Zion. You never heard of it? Some have called it the mother of all conspiracy theories. It claims to be the minutes of a secret meeting of Jews at the end of the 19th century who were plotting to take over the world. Do you have that book, The Protocols of the Elders of Zion? Sold out? He sold out the Protocols. Yeah. It's a hot seller. Why is it? Why do you think it's such a hot seller? People buying that crazy. You could even buy it at Walmart. Why had the protocols reemerged since 9/11? If you actually buy into this conspiracy theory, all roads lead to the Elders of Zion. It's a book that was written in the late 1800s in Russia. It's a book that's been debunked half a dozen times, going back to 1921 by the Times of London, no less. But it's a lie that won't die. Mentir sert, hein, dans l'histoire. C'est bien utile, le mensonge. Oui, c'est repris par les islamistes aujourd'hui, n'est-ce pas ? Dans la mesure où ils peuvent s'appuyer sur une fiction que, disons, pour eux, et c'est compréhensible, la présence israélienne en Palestine, c'est du néocolonialisme, donc c'est l'Occident. Par ailleurs, l'Amérique soutient Israël, donc on a une conurbation. CQFD. Comment ? C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer. Enfin, dans cette version-là. Voilà. Et c'est pour ça que les islamistes utilisent ce texte. Maintenant, il y a aussi autre chose qui joue. C'est que nos sociétés sont tellement mitraillées d'informations non contrôlées, démenties, que comme on n'a plus un fil directeur de l'histoire, même faux, qu'on pourrait contester, toutes ces informations font que n'importe quoi peut être adopté comme une vérité. Et allez-y dire le contraire. Marc Ferraud, vous me permettez une dernière question, c'est-à-dire que vous avez utilisé, et notamment par rapport à la révolution de 1917 en Union soviétique, vous avez utilisé l'image pour prouver, par exemple, qu'il n'y avait pas d'ouvriers dans les grands défilés soviétiques, ce qui était un paradoxe, alors qu'on avait un régime qui encensait le monde ouvrier. Mais comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'histoire va pouvoir utiliser les images qui sont faites aujourd'hui ? C'est-à-dire que quand dans un journal télévisé, on ne fait plus la différence entre un génocide au Rwanda et une arrivée d'une étape du Tour de France,
France. Comment est-ce que les historiens vont se saisir de cette chose qui est insensée? Mais il ne faut surtout pas limiter son analyse à un seul foyer d'information, que ce soit les images, ou la musique, ou les textes. Il faut les confronter. Toujours les annales. Comment? Toujours les annales. Toujours les annales. Et puis il faut confronter, disons, les opinions différentes, non pas pour atteindre la vérité, parce que chacun sa vérité, dirait Pirandello, n'est-ce pas? Mais parce que de cette confrontation, on peut comprendre les arrière-pensées, les ressentiments des uns et des autres, et dans quel sens peut aller l'histoire. Si on fait une histoire unilatérale, on est sûr de se fourvoyer. Donc effectivement, on comprend pourquoi vous êtes si pluriel dans la manière dont vous abordez l'histoire. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Ah bah écoutez, j'ai ma femme. J'ai ma femme, puisque nous avons 60 ans de vie commune. Et là, c'est une magnifique photo. C'est en Algérie, justement, notre première demeure. Donc je la garde avec moi. Compagne de route alors. Compagne de route. Toujours avec vous. Voilà une manière de comment dirais-je, de cerner, ou en tout cas de dire un peu plus votre personnage. Je rappellerai aussi que vous avez fait partie des 150 intellectuels qui ont signé pour éviter un gouvernement de droite en France. C'est aussi une manière de souligner, souligner votre engagement. Vive les histoires parallèles, hein, comme, si vous me permettez. Madame, messieurs, comment est-ce que vous entendez ce monsieur qui a quand même beaucoup observé et dans ce qu'il vient de dire Jérôme, en fait, j'ai découvert tout à l'heure David, que Marc avait été mon professeur. J'ai été en 6e son élève. Donc je suis assez touché par le fait d'être avec lui sur ce plateau, avec vous. Mais oui, je veux dire... Pour moi, son langage est une clarté totale. Et vous ne saviez pas que vous le saviez? Comment vous avez découvert que vous l'avez reconnu? Non, j'ai reconnu. Non, mais on a. Je vais poser la question de savoir où il avait enseigné, etc. Et c'était bien lui. C'était bien lui. Et il était très brillant. Il l'est toujours. David Fauquembert, vous, l'histoire, vous la faites avec vos pieds. Je ne fais pas l'histoire. Non, mais vous êtes trentenaire, donc vous êtes d'une génération où on est encore peut-être dans la volonté de refaire le monde, ou en tout cas de le saisir en s'y confrontant. Et l'histoire, c'est quelque chose de peut-être plus universitaire, non? J'ai eu ma période universitaire aussi, c'est vrai que... Vous êtes normalien, hein? Ouais, j'ai été dans une autre vie, hein, j'ai mis dans... Parce que c'est vrai que ça me paraît vraiment distant. On précisera tout à l'heure. Ouais. Ça me paraît un peu distant. Non, moi, ce que j'essaye dans les voyages, c'est de me frotter au monde, quoi, d'être vraiment au contact immédiat avec le monde, pour justement pas être à distance. Vous parliez tout à l'heure de la façon dont on voit un génocide au Rwanda, et puis après le Tour de France. Et moi, c'est la seule façon que je trouve pour vivre le monde vraiment au ras des choses. Quand vous faites des guides pour le tourisme, alors c'est pas votre tourisme forcément, c'est pas ce tourisme que vous aimez forcément, mais est-ce que l'histoire entre en ligne de compte? Oui, c'est important. Ouais. J'essaye déjà en général de faire moi-même la partie historique, géographique, parce que je pense que pour comprendre un pays, il y a vraiment la chose primordiale, c'est l'histoire des lieux. Mais même dans la description d'un village, j'avais fait un guide il y a quelques années sur l'Andalousie, vous ne pouvez pas comprendre le tracé urbain d'une ville en Andalousie, ni même le nom des rues, si vous n'avez pas des références historiques précises, et pas seulement des généralités. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce que vous avez dit, c'est cette notion de ressentiment, parce que ça a été vraiment un élément clé de mon expérience de Australie. C'est-à-dire qu'il y a un ressentiment, pas seulement d'ailleurs entre les hommes, il y a une sorte aussi de ressentiment, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais dans la façon dont les pêcheurs dans le livre traitent la nature, il y a une sorte de ressentiment des hommes contre le continent en lui-même, presque la terre, c'est-à-dire qu'elle a été tellement indomptable, cette terre, c'était une terre pas hospitalière, plutôt hostile, et on le sent, ce ressentiment, presque physiquement quand on est dans le pays. Il y a une sorte de ressentiment comme ça, une tension sous-jacente quand on est en Australie, presque du paysage, quoi. Et les aborigènes, les rapports entre les aborigènes et les blancs en Australie sont nourris de ça aussi, de choses qui n'ont jamais été résolues, qui n'ont même jamais vraiment été abordées.
Donc c'est quelque chose, ça a été sensible à ce que vous disiez. Marc Ferraud, dans l'histoire du crime colonial, il me semble me souvenir qu'à propos des aborigènes, justement, donc les Blancs ont viré les aborigènes, donc il devait être quelque chose comme 300 ou 400 000, et ils sont plus que 100 000 au début de 1900, enfin vers 1900. Marc Ferraud, je vous ai sous la main. Un mot sur l'idée de repentance, c'est-à-dire que ce soit les Blancs en Australie, les Français vis-à-vis de l'Algérie. Comment est-ce que, alors qu'aujourd'hui on dit on en a marre de la repentance, que le président de la République dit la repentance ça suffit, comment est-ce qu'on peut finir de regarder en face sa propre histoire, de votre point de vue d'historien, même si vous refusez tout jugement de l'historien? Écoutez, aux États-Unis, il y a eu une période, dans les années 60-80, ou à peu près, où il y avait une sorte de mode de vouloir avoir des ancêtres indiens. En Australie, il y a eu un tout petit peu ça aussi, il y a une quinzaine d'années, n'est-ce pas? Les aborigènes, ou bien étaient dépossédés, ou bien conduisaient les tramways, vous le savez comme moi, mais il y avait des familles qui se prétendaient descendantes d'Abo, sous prétexte qu'il y avait eu des viols, etc., mais ils en étaient fiers. Ce que je veux dire par là, c'est que la repentance, elle peut prendre des formes inattendues, n'est-ce pas? Alors, chez nous, en ce moment, ça bat ferme sur la repentance. Subitement, on s'est repenti, n'oublions pas, surtout de l'époque de Vichy. Et même de façon, j'allais dire, entre guillemets, excessive, fermez les guillemets, pour autant qu'on finissait par oublier qu'il y avait aussi des Allemands. Et le nombre de mises en cause du gouvernement de Vichy dépasse de loin les mises en cause aujourd'hui des crimes commis par les Allemands, alors qu'ils en étaient quand même aussi à l'origine, même s'il y avait un bon fascisme français bien en place. Bien. Alors là-dessus, il s'est greffé la deuxième repentance, celle sur les colonies, mais qui était animée par les colonisés, qui ont rappelé aux Occidentaux tout ce qu'ils avaient fait. Alors évidemment, c'est une histoire qui n'en finit pas, parce que on sait très bien que, par exemple, pour que la traite des Noirs ait pu atteindre les dimensions qu'elle a connues dans l'Atlantique, on s'est aperçu depuis 10 ans qu'il y avait en Afrique une traite noire intérieure, déjà, ouais, n'est-ce pas, qui était en place, qui n'avait pas la cruauté de celle de l'Occident. Mais on ne va pas aujourd'hui... Plus de 15 millions de morts. Hein, ouais. On ne va pas aujourd'hui se repentir de crimes commis par des gens que nous ne connaissons pas, n'est-ce pas? En tout cas, il faut toujours une réflexion. On est d'accord pour dire qu'il faut toujours une réflexion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier à ceux qui se jugent victimes, aujourd'hui, les héritiers... La possibilité de réclamer. Non, il faut que, s'ils veulent réclamer, qu'ils réclament, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut les laisser s'exprimer. Il ne faut pas les étouffer, encore plus, n'est-ce pas? Il faut les laisser chanter. Leur donner un espace de parole, ça c'est très important. C'est ça c'est aussi l'objectif du film. Et ils chantent, d'ailleurs. De tout à l'heure, je vous disais que je suis frappé de voir aujourd'hui en France des Noirs et des Maghrébins chanter ensemble, n'est-ce pas? Il faut les laisser. Et plus on les laisse, et plus on neutralise leur ressentiment, et moins on aura de repentance. On dansera avec eux. Et plus on aime la musique. Alors, je vous promets d'écouter Carmen Consoli. Alors, c'est une enfant du rock. On parlait de Racine tout à l'heure, retour aux Racines. C'est Racine, c'est la Sicile. Et elle est partie, parce que c'est une grande voyageuse, elle est partie explorer ses racines siciliennes, justement, pour son nouveau spectacle. Elle a d'ailleurs convié Emma Dante à lui écrire 3 monologues pour ce spectacle. Je vous propose d'en écouter un premier extrait. C'est Sulle rive di Morfeo, sur les rives de Morphée. Carmen Consoli. Sguardi
fameli ci implorano un piccolo assaggio di vita altrui. E prima dell'alba potrebbero sorprenderci, rapiti da un sogno dove nitide acque divorano i nostri passi sulle rive di Morfeo. Ci stanno cerchiando ed avanzano con passo accorto come belve in agguato. Fuggi Romeo, il tempo è tiranno, non è d'usignolo ma di allodola il canto. Sguardi voraci si avventano sul fiero pasto senza decenza. E prima dell'alba potrebbero sorprenderci, rapiti da un sogno dove nitide acque divorano i nostri passi sulle rive di Morfeo. Carmen Consoli, on vous retrouve tout à l'heure. Emma Dante, vous travaillez avec Carmen, la Sicile est votre terre. Pourquoi avez-vous décidé, alors que vous aviez entrepris et que vous aviez fait un début de travail et de carrière dans le théâtre à Rome, pourquoi est-ce que vous avez décidé de rentrer en Sicile? Pourquoi est-ce que vous y avez fondé une troupe de théâtre? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours à Palerme? Qu'est-ce qui fait que c'est ce besoin de racines? Je suis rentrée en Sicile parce qu'en fait, j'y ai trouvé ce que je cherchais, en fait. Donc j'ai essayé de trouver ce que je recherchais ailleurs et en fait c'était tout près, tout proche. Je vis et je travaille à Palerme avec ma troupe. En dépit des difficultés que je rencontre, en dépit du fait que nous n'avons ni l'espace ni les subventions nécessaires pour travailler. Mais en fait, le fait d'être là-bas, c'est une espèce de révolution. C'est une manière de résister. Et en fait, nous essayons d'amener notre théâtre en Europe un peu partout. Et à Paris, nous avons en fait 45 représentations de 2 spectacles. Ces mêmes spectacles à Palerme n'ont été joués que 2 fois. Il n'y a eu que 2 représentations à Palerme. Donc c'est un peu paradoxal. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je reste à Palerme. Et on imagine bien que quelqu'un qui écrit comme cette année, alors ça s'appelle Cani di Bancata, ça a été traduit par Chien de rue, je crois, qui est votre dernier spectacle, qui s'en prend à la mafia, enfin à Cosa Nostra. Et on comprend bien qu'effectivement, ça ne puisse pas être donné 45 fois à Palerme. Non, en fait, ça n'a été donné que 3 fois.
Chien de rue, Cani di Bancata a été donné beaucoup, je dirais, grâce, parce qu'en fait la mafia est à la mode. Et grâce aux médias, c'est plus facile de vendre un spectacle qui parle de mafia. C'est plus difficile de vendre un spectacle qui parle de répression, d'inceste, d'homosexualité. Ce sont des thèmes qui en fait sont un peu has-been. Vous vivez sur la terre de Sciascia, de Pirandello, de Verga, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dont il y a une nouvelle traduction de Jean-Paul Manganaro au Seuil, le guépard. Hein. Donc on voit bien la richesse de cette terre, mais il y a quand même une question sur la peur. Est-ce que vous avez peur d'être une femme militante telle que vous le décrivez là et telle que vous le montrez là, à Palerme? Est-ce qu'il y a une peur aussi? Oui, la peur existe, mais Sciascia écrivait et disait un homme qui a peur est déjà mort. À propos de la mafia, justement. Et donc la peur jusqu'à un certain point, puisqu'en réalité, je n'ai pas peur. Je reste à Palerme et je travaille en dépit de l'ensemble des différentes difficultés. En ce qui concerne le spectacle sur la mafia, il n'y a pas eu de réaction négative, je n'ai pas reçu de menaces. Et même s'il y avait eu des menaces, j'y serais restée, je serais restée à Palerme. Pourquoi dites-vous, quand vous évoquez la troupe de théâtre que vous avez formée, Sud Costa Occidentale, je cherchais des personnes qui m'accompagneraient, alors que vous revenez à Palerme, hein, et donc vous cherchez à constituer votre petite troupe de théâtre, vous avez dit, je cherchais des personnes qui m'accompagneraient dans cet enfer qu'est pour moi le théâtre. Alors dans cet enfer qu'est pour moi Palerme, j'aurais compris, mais qu'est pour moi le théâtre. Pourquoi ? Palerme et le théâtre, ce sont deux choses assez proches en ce qui me concerne. Ce sont deux lieux infernaux et dans le même temps merveilleux. Palerme est une ville où les merveilles sont engloutis en fait par la gêne, les difficultés culturelles au milieu des poubelles, des déchets. Donc il y a une contradiction entre la beauté de Palerme et la misère de Palerme. Et ceci, en fait, est une manière de... Palerme écrit pour moi, et pas l'inverse. Quand je vois votre spectacle, ou vos deux spectacles, Vita Mia et Michele di Sant'Oliva, il y a quelque chose qui est magique. Je me disais que j'imaginais la place du village et j'imaginais cette possibilité, avec peu de moyens, peu d'outils, de faire un théâtre universel, comme vous le faites, un théâtre qui parle du quotidien, qui parle des tabous, qui parle du non-dit, qui parle de l'honneur, par exemple, avec cette proposition aussi limitée. Un lit, un vélo, 3 personnes, 2 chaises, 4 tentures. Et je me disais, ben oui, vous pouvez prendre votre charrette et passer de village en village, et vous recréer le théâtre. On a l'impression d'avoir affaire à une pureté absolue du théâtre. Il y a une essence. C'est l'essence que je recherche dans le théâtre. Et c'est cette essence, en fait, qui fait la différence entre un spectacle avec une scénographie importante, avec un éclairage particulier, et avec un théâtre qui est un peu décharné et nu comme le mien. Il s'agit en fait d'un code stylistique, il s'agit de mon propre langage. Si j'avais eu la possibilité de travailler dans une salle qui puisse être équipée du bon éclairage et avec des acteurs payés pour 3 mois de répétition, je pense que la qualité serait la même. Ce n'est pas en fait le dénuement qui fait que je suis une artiste. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de ça, d'une grande salle avec beaucoup d'argent, etc. On a l'impression que vous êtes juste, dès le départ, avec rien.
Non, j'aurais besoin d'une grande salle avec beaucoup d'argent. Ah zut, c'était trop beau. Pour avoir une scénographie à démonter, justement, à démonter. Parce que j'ai besoin d'avoir du plein pour créer du vide, du creux. D'accord. Bon. Ok. Quels sont les thèmes, vos thèmes, comme on dit, les thèmes de prédilection? Il n'y a pas de thème, je n'ai pas de thème de prédilection. La famille. En fait, je ne fais pas d'un théâtre d'entertainment, de divertissement. Mon point de départ, je poursuis, mon point de départ est que j'observe la vie, l'individu, les êtres humains, et donc en fait, l'individu, son point de départ est le noyau familial, la famille. Donc c'est à partir de là que, en fait, déjà dans la famille, l'on sait si cette personne sera un criminel ou quelqu'un de bien, entre guillemets. Et je pense que la famille, et en tout cas la famille en tant qu'institution dans mon pays, est conçue comme quelque chose qui a un lien très fort avec la religion et qui, en fait, est très présente de façon presque violente en Italie. Donc, l'individu est façonné par l'ensemble de ce contexte, et c'est là qu'il se forme et qu'il se forge et qu'il devient ce qu'il est. Donc, la famille est responsable de ce que je suis aujourd'hui. Et la famille, et dans la famille notamment la mère, dans la famille, on veut parfois ressusciter l'enfant. En tout cas, on ne veut pas qu'il meure dans un accident de vélo, par exemple. Regardez un extrait de Vita Mia. La mère entraîne ses enfants pour essayer de ressusciter littéralement Chico, dont on peut penser qu'il est mort. C'est le sirtaki. Alors, musique de Zorba le Grec, c'est un sirtaki. Donc, dans la manière dont vous faites votre théâtre, la musique, on vient de le voir, il y a la présence d'objets, notamment d'objets de culte qui sont là. Ça peut être un crucifix, mais dans mon souvenir, il n'y a pas Jésus sur la croix. Et il y a également, ça c'est votre volonté également, vous travaillez dans une langue qui est la vôtre, qui est le palermitain, avec des surtitres. Là aussi, on sent des engagements radicaux. À Paris, comme en Europe en général, il y a des surtitres, mais les surtitres, en fait, seraient nécessaires à Milan aussi. Parce qu'en fait, il s'agit d'une langue dialectale. Donc, ceux de Bergamo non plus, ou du nord de l'Italie, ne comprennent pas ce dialecte palermitain. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'envisager de surtitrer mes spectacles en Italie, parce que de toute façon, les Italiens non plus ailleurs ne comprennent pas le palermitain. Donc le langage
que j'utilise est très hermétique et il est en dialecte, il est revu et corrigé en quelque sorte. Et donc en fait le dialecte est le dialecte de la rue, des marchés, et en fait on donne une réinterprétation et non pas une imitation. J'utilise en fait le théâtre pour réinterpréter la réalité et non pas pour l'imiter. Un mot sur vos personnages. En général, en France, on dirait que ce sont des gens de peu, c'est-à-dire des gens immédiats dans la manière d'exprimer les choses. Il y a peu de psychologie, il y a peu de fonctionnement psychologique chez ces personnages. Ils sont tout de suite dans le ressenti. Oui, absolument. Mes personnages sont idiots. Ils sont des idiots, oui. Bon, ouais. Comme disait Artaud, il y a chez tout idiot, il y a un génie incompris. Et donc, il n'y a qu'un idiot qui, en ce qui me concerne, dans le théâtre que je fais, peut me transmettre sa pensée. C'est de l'instinct à l'état pur. Et l'idiot, évidemment, c'est celui qui est le plus proche de Dieu, c'est celui qui comprend avec une intelligence supérieure chaque chose, chaque geste. Et donc, il n'y a pas de psychologie dans mes personnages. C'est la raison pour laquelle je travaille sur le grotesque, sur le masque. Deuxième extrait de vos spectacles, c'est Michele di Sant'Oliva. Et là, il y a des chaises, c'est un père et un fils qui sont chacun dans une pièce, ou en tout cas sur la scène, et qui essayent de se parler. Le père rejette absolument ce fils qui est un travesti et ne vit que dans le fantasme de cette femme qu'il l'aurait laissé tomber et laissé à Palerme. Et le fils et le père essayent de se rapprocher dans cette haine dans laquelle il baigne, et on est absolument subjugué par le rapport entre ces deux-là. Extrait. Amore, ma te la come sanna, che dobbiamo finire, ma chi sente fare? Amore, smettila, papà! Papà, tu un telesecchiato metti la camisa! Dai, spogliarello, si mi sa fare! Maria, ma come fare? Ogni volta con chi stai paralisa la lavata, ma sì, andate papà! Papà, non mi rappresento un po' fare, non se ne tiene più che stesso, non sia vero, sì che non fate! Amore, papà! Michele di Sant'Oliva, comme on dit, pour être précis, en Italie. Emma Dante, qu'avez-vous comme objet? Est-ce que vous avez apporté un objet avec vous? À propos de musique, voilà mon iPod, compagnon de voyage. Car pour moi, la musique est un langage. Donc je ne peux pas me départir de la musique, mais sans écouteur. Non pas pour m'isoler. Et en fait, j'essaie de trouver des haut-parleurs lorsque j'arrive dans un lieu pour justement qu'il y ait de la musique. Pour moi, la musique, c'est un langage et il ne s'agit pas de musique. D'où votre collaboration avec Carmen Consoli, hein, par exemple. Elle fait de la musique. Qu'écoutez-vous actuellement? Qu'est-ce que vous venez d'enregistrer sur votre... comme musique? Qu'est-ce que vous avez là? En fait, j'ai de la musique pour 6 jours. Oui, mais quelle di tutto, dal neo-melodico napoletano... De tout, du napolitain, du reggae, de la musique du reggae contemporaine. Reggae? No, proprio quello mi manca proprio come genere, ma adesso c'est justement ce que je n'ai pas. Mais je vais y venir parce que ça m'a beaucoup intéressé ce qu'il a dit. Commentaire Marc Ferraud sur le travail de cette jeune
Écoutez, auteur de théâtre, metteur en scène. Soyez pas troublés parce que moi, ça m'a évoqué des spectacles russes. Des spectacles russes en ce sens que dans les petits théâtres russes de l'époque d'avant la perestroïka, il y avait en quelque sorte une pression sur la société, comme il y a en Sicile. Pas la même, naturellement. Mais une pression, et c'est dans le théâtre que s'exprimait la liberté du quotidien des Russes. Et d'ailleurs, dès qu'il y a eu le changement, la perestroïka, les théâtres russes ont perdu tout leur public. Pas les grands théâtres qui jouaient des pièces classiques, naturellement, ceux-là, ils ont survécu. Mais ces milliers de petits théâtres ont disparu parce que c'était eux qui disaient la vérité de la société. Et là, certaines des scènes pourraient être du baroque russe, jouées comme ça devant des 30, 40, 50, 200 spectateurs. C'est en quelque sorte une petite explosion locale qui permet de tout dire. Et c'est un peu la Russie des années 80-90 que j'ai vu là. Et d'ailleurs, souvent, les Italiens et les Russes se ressemblent beaucoup, essentiellement parce qu'ils n'obéissent jamais à la loi. Jérôme, un mot de commentaire surtout les femmes. Jérôme. Moi, je trouve ça passionnant, hein, ce que vous faites. Oui, je trouve que c'est tout à fait décalé, espèce de travail sur le grotesque et sur le masque. Je trouve que c'est une démarche qui me touche, quoi. De la même manière que je voudrais poser une question à monsieur. Tout à l'heure, vous parliez du ressentiment contre la terre en Australie. Est-ce que les aborigènes ont le même ressentiment, la même violence, ou ils vivent ça d'une manière différente que les populations blanches, j'entends. Par rapport à la nature? Oui. Ah non, pas du tout, non. Ils sont c'est un des aspects importants du livre, c'est que très en deux conflit, rapports très en conflit, quoi. Avec la nature. Oui. Les aborigènes, pas du tout, justement. Non, c'est la question que je posais. Oui, oui. D'un côté, il y a composé, c'est ça. Les aborigènes composent. D'un côté, il y a une tentative d'importer un peu des techniques d'agriculture, de gestion de la terre qui venaient qu'on a réussi, que les Britanniques ont réussi à importer ailleurs, mais qui en Australie se sont avérées désastreuses. On voit aujourd'hui, ils cultivent du coton, mais il n'y a plus d'eau dans les villes. Mais les aborigènes, c'est une culture qui, justement, a développé un rapport à l'environnement qui a 50 000 ans. Et donc, ils ont forcément épousé un peu plus les contours de la nature au lieu d'avoir comme ça cette frontalité, cet affrontement entre les deux. Chopez-le sous les ailerons, cet enculé. Les crocs ricochés sur la peau glissante et rigide du squale. Enfin, il a basculé sur le pont inerte. Kurt lui a asséné un coup de pied dans la tête. « Tiens, connard !» pour les tons. Au moment où il essayait de le tourner sur le ventre, le requin s'est détendu et l'a mordu au genou. « Ah, le bâtard !» Une auréole de sang souillait la toile du pantalon. Perdant tout contrôle, Kurt a roué de coups le ventre de la bête qui rendait un son sourd et cartilagineux. Il fulminait, le couvrait d'injures, lui reprochait tous les maux de la terre, d'avoir foutu le bordel dans les lignes, d'avoir bouffé nos tons, d'être requin en somme. Au bout d'un moment, Kurt a recouvré un semblant de calme, le souffle court, en nage, il a pris le couteau pour trancher les ailerons. Sa besogne accomplie, il a traîné la carcasse pour la rejeter à l'eau. Au dernier moment, il s'est ravisé. De la pointe du couteau, il s'est mis à tailler des motifs géométriques sur les flancs du requin. « Putain d'enculé, tu m'ouftes plus, hein ?» À l'écart, Bruce approuvait l'action d'une voix qui trahissait la jouissance. « Putain, t'es cinglé, toi !» Dans sa bouche, ça sonnait comme un compliment. Puis il s'est approché, poignard en main. Une danse macabre s'est engagée. À tour de rôle, les bourreaux traçaient des lignes sanglantes sur le corps gris de l'animal. Voilà une des scènes qu'ont relevé tous les critiques dans votre livre Null Arbor, David Fauquemberg. Et on reste dans la tonalité qui est celle qu'on a entendue pendant toute cette conversation, c'est cette brutalité et cette violence. Vous êtes un grand voyageur, vous êtes un traducteur. Dans une vie antérieure, vous disiez vous avez été normalien, mais ça aide quand on a envie d'écrire des livres, j'imagine. En tout cas, ça aide un peu. Pourquoi est-ce que vous avez cette maladie du voyage, ou en tout cas ce besoin, ce désir du voyage, et pourquoi est-ce que ce qui ressort de votre livre, à part justement ces moments d'apaisement avec les aborigènes, et c'est pas toujours l'apaisement avec les aborigènes, mais ce qui ressort, c'est d'abord cette extrême brutalité. Je pense qu'à partir du moment où on s'engage dans un voyage, on s'engage dans le monde, et que le monde, il est violent.
Ça m'a vraiment frappé l'autre jour, j'étais sur une radio et on me disait la même chose, cette violence quand même, elle est un peu extrême. Ah non, moi je trouve qu'elle est très juste. Qu'elle est juste, moi je trouve pas qu'elle est extrême. Certaines personnes trouvent que vraiment ces gens-là sont des brutes, comme si le reste de l'humanité l'était pas. Et à 18h, il y a eu un flash où on a dit, voilà, un immigré roumain retrouvé carbonisé dans un transformateur électrique parce qu'il avait voulu récupérer quelques grammes de cuivre. Et voilà, donc je pense que la seule chose, c'est que la littérature, ça permet de faire ça, de prendre une scène qui pourrait passer inaperçue et de la travailler pour qu'elle vous saute à la figure. J'entends, mais si je me permets de vous dire ça, c'est parce que chez les écrivains voyageurs, on sent plus une volonté d'aller ailleurs, mais sans forcément le trouver, mais plutôt de l'ordre du fantasme. Quand on lit Bruce Chatwin sur l'Australie, par exemple, dans Le Chant des pistes, il y a aussi des scènes très violentes, mais on sent bien que son esprit est ailleurs. Son esprit est dans une quête. Ce que vous donnez également à la fin de votre livre, quand avec Augustus, vous partagez des scènes qui sont là pour le coup, j'imagine des scènes, enfin en tout cas des moments qui récompensent le voyageur. Il sait pourquoi il est parti. C'est pour ça que vous êtes un écrivain voyageur anormal, puisque vous parlez de la brutalité des choses que vous avez vues. Non mais c'est presque comme si vous étiez déçu. Pas du tout, non. Moi, je crois que déjà la beauté du monde, la poésie du voyage, elle n'est pas forcément dans des moments de joie ou dans des beaux paysages. Pour moi, c'est un des moments forts de ce voyage, cette scène de pêche, parce que le voyage m'a donné à voir des choses que j'avais jamais fréquentées de près et qui font partie du monde. Et il y a une poésie dans la brutalité du monde aussi. Ça fait partie du monde, ça fait partie de l'humanité. Cet équipage de branques, là, enfin des fous furieux qui font du trafic d'ailerons de requins, etc. À aucun moment vous ne les jugez? Non, parce que c'est un peu particulier cette scène. Hein. Une scène de pêche sur un bateau en haute mer, on est dans une action pure. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne peut pas avoir de la distance. Le seul moment où le narrateur, donc, dans cette scène, a de la distance, il perd pied. Parce que forcément, quand vous commencez à juger ce genre d'action, vous perdez pied. Or, sur un bateau, on n'a pas le droit de faire ça. C'est une question presque de survie. Mais pour revenir au début de votre question, c'est un peu volontaire, cette idée d'aller contre une certaine littérature de voyage. Ce voyage-là commence aussi sur cette espèce de rêve d'ailleurs. Et puis, Nul Arbor, c'est un nom qui attire, on a envie d'aller voir ce que c'est. Et justement, cette scène de pêche, c'est là où le voyage dérape. C'est-à-dire que cette scène-là vous ramène à la réalité du monde, on n'est plus dans le fantasme parce qu'on est le nez dedans. Et elle arrive quasiment tout de suite. Et elle arrive très vite, oui. Enfin, le voyage part sur un faux rythme, comme tous les voyages. Mais cette scène-là est essentielle parce que le voyage force le narrateur à mettre le nez sur le monde. Je vous lis à nouveau. On est un peu plus loin dans l'Australie. On va regarder une carte pour situer un peu votre périple. Et vous écrivez ceci. Je m'étais échoué sur une île déserte au beau milieu d'un océan de sable et de cailloux. Les échos d'une musique bon marché parvenaient de l'intérieur. Je n'osais pas entrer. Je me suis assis sur un banc. Comme dans un abribus, et ce bus qui ne se pointe pas. Le seul moteur qu'on entendait, c'était un groupe électrogène. Au fil de la journée, l'endroit s'est animé. Une société d'habitués, fermiers rougeaux, retraités, chômeurs. Tous affectés de passer par hasard. On voyait qu'il n'en était rien, que ce détour était sans doute le meilleur moment de la journée. Des groupes d'aborigènes débarqués dans des pick-up rouillés, se rassemblaient dans la cour en conciliabule, au pied d'un gommier spectre. Les femmes flânaient dans l'épicerie, achetaient des cigarettes, du thé, du lait en poudre. Deux mondes hétérogènes sur un même territoire. L'un voulait tout l'espace pour lui, l'autre mourait à petit feu, refusant d'abdiquer mais trop vieux pour se battre. Je n'appartenais ni à l'un ni à l'autre, personne ne semblait remarquer ma présence, je me suis endormi dehors, seul sur mon banc. Commentaire. 3 solitudes. Non ? Oui, 3 solitudes. 3 solitudes. Mais je pense que celle-là, c'est un peu le drame de l'Australie, c'est-à-dire d'avoir deux peuples totalement irréconciliables, parce que leur vision du temps, du monde, de l'espace est totalement hétérogène, et ils sont sur un même continent. Donc il y a quelque chose de... C'est pas possible de réconcilier. Pourquoi vous a-t-il fallu 7 ans pour écrire ce livre ? Déjà parce que c'était le premier, je pense qu'il faut trouver une voie, Au départ, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre. J'ai commencé à écrire sur ce voyage parce que je suis rentré un peu chamboulé de ce voyage. Je pense qu'on comprend pourquoi quand on lit le livre. Et donc j'avais des images comme ça un petit peu confuses, comme on en a toujours quand on rentre de voyage. Et à un moment, j'ai voulu mettre des mots dessus pour me les réapproprier, essayer de comprendre comment d'un point j'étais arrivé à un autre point.
Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que pour faire ça, pour essayer de raconter ce voyage et le rendre dans son intensité, c'est ça qui m'intéressait plus que des anecdotes, il fallait faire un travail sur la langue, parce que la langue s'y prête pas tellement, la langue française en tout cas, peut-être moins que la langue anglaise. Parce que cette idée de rendre l'intensité d'un voyage, d'être au cœur des choses, de ne pas avoir de distance, c'est pas évident. Ça demande un travail. Ça demande un travail sur la narration, même sur le verbe, sur la rythmique des phrases. Et donc ça a été un travail important et qui m'a pris des années aussi parce que je faisais pas que ça, parce que j'en vivais pas et puis c'était passionnant. Pour moi, l'aventure, vous dites, je suis un grand voyageur. Moi, c'est des mots qui. Je n'ai pas dit grand, j'ai dit voyageur. Je l'ai dit grand voyageur. Ah merde, pardon. c'est des mots qui m'effraient un petit peu parce que pour moi, vous êtes un voyageur. Oui, je voyage. Mais l'aventure, dans ce cas-là, elle se finit à la fin du livre. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas un touriste, ça c'est clair. Donc vous voyagez d'une certaine manière et dans un certain esprit. Par ailleurs, vous avez 2 enfants. Oui. Bon, c'est après ce voyage-là. C'est plus récent. Je vous ai vu dire que c'était pas évident. Un aborigène, qu'est-ce que c'est Enfin, ça peut être ceci. 27 septembre 2004, extrait de l'émission Faut pas rêver, entretien entre Laurent Bignolas et une partie désertique de l'Australie, c'est l'Outback, et entretien devant une montagne qui s'appelle comment vous dites Uluru, non? Ouais, voilà, gagné. Il connaît bien l'Australie, le garçon. Extrait. C'est l'endroit où mon grand-père et ma grand-mère m'ont élevé en vivant dans la tradition. C'est ma maison, là où j'habite. Là où il y a mes racines. Je ne quitterai jamais cet endroit. Quand je mourrai ici. Et quelle est la différence entre Uluru et Katayuta qui est derrière nous? Tous les deux sont aussi importants que différents. Katayuta est un endroit sacré. Les sages connaissent l'esprit des lois contenues à l'intérieur de Katayuta. Mais ça, je ne peux pas vous en parler. Qu'est-ce que vous pensez du tourisme? Est-ce que ce n'est pas finalement un peu dangereux pour vous, pour votre culture? Beaucoup de touristes grimpent sur le rocher et il y a beaucoup d'accidents. Ça choque les aborigènes qui habitent ici, car eux ne montent jamais sur Uluru, par respect. Alors les aborigènes que vous rencontrez, vous les décrivez avec ce qui fait la misère des Indiens, par exemple, en Amérique, mais aussi avec ce qu'ils vous donnent. Et qu'est-ce que vous retenez de ce qu'a donné Augustus à Napoléon, puisque vous êtes Napoléon, vous venez d'ici. Hein. Napoléon. Je mets Napoléon parce que pour eux, c'est pas Napoléon, c'est juste un nom. C'est-à-dire qu'il y a plein d'archipels qui s'appellent comme ça, parce qu'il y a eu des expéditions à l'époque. Et alors, que retient Napoléon Fauquemberg? Cette générosité, c'est-à-dire, moi je ne m'attendais pas à ça. Il y a une image d'hostilité des aborigènes en Australie. On vous dit, bon, vous pouvez y aller, mais de toute façon, ils ne vous parleront pas. Ils ne veulent pas partager. Ils sont bien là où ils sont. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Quand vous rencontrez des aborigènes en ville, qui sont souvent un peu des exclus, c'est pas facile d'entamer une conversation. Et puis c'est souvent des conversations superficielles. Là, il se trouve que c'est au bout du voyage que j'arrive là-bas. Et que quelque part, j'ai un peu passé une épreuve aussi. Enfin, j'emploie ça à dessein, parce que pour eux, il y a quand même cette notion d'épreuve initiatique quand on est adolescent, qui fait qu'on devient un homme, qu'on s'approprie la loi de la tribu. Et moi, quelque part, je suis arrivé dans cet état-là. C'est-à-dire que je m'étais dépouillé de plein de choses, bien malgré moi, et que peut-être il restait de la place pour une rencontre. Et cette rencontre s'est faite totalement naturellement. Moi, ça m'a sidéré. C'est-à-dire que je le décris brièvement dans le livre, mais je suis arrivé comme ça, et puis du jour au lendemain, j'ai été accueilli sans questionnement. Il n'y a pas eu pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il cherche, est-ce qu'il veut nous voler quelque chose, apprendre des choses sur notre culture. Et le rapport que j'ai eu, moi, pas aux aborigènes en général, à cette communauté-là, c'était de partager leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils m'emmenaient pêcher, qu'ils me racontaient des histoires. On le sent là dans l'extrait, il y a un besoin de raconter les histoires. Vous le disiez tout à l'heure qu'il faut laisser parler les gens, qu'il faut surtout... par rapport à la repentance, que le problème c'est quand on fait taire les gens, quand on les empêche d'exprimer leur histoire. Et ça c'est quelque chose que j'ai essayé de rendre dans le récit, vraiment, il n'y a pas d'agressivité de leur part à me raconter ces histoires, ils ne veulent pas régler les comptes, mais ils veulent que ça se sache, ils veulent que ça s'entende, parce que c'est vrai qu'en Australie on parle beaucoup de la question aborigène,
mais le concret de cette histoire et de ce passé est presque jamais abordé. Concrètement, je veux dire. Et puis, est-ce que ça peut... Alors, on ne peut pas laisser cette phrase sans la question suivante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils peuvent se réapproprier un espace autrement qu'en racontant leur histoire? C'est ça que je veux dire. Il y a des mouvements, évidemment, de revendication des terres. Il y a des terres Uluru, par exemple, c'est un exemple. Hein. C'était Ayers Rock avant. Pendant longtemps, ça a été connu comme Ayers Rock. On leur a réattribué une sorte de parc autour de ce rocher qui est sacré pour eux. Avec des difficultés, on voit bien. Pour eux, c'est pas possible de monter sur ce rocher parce que c'est pas un rocher, c'est un lieu sacré. Et puis le paysage pour les aborigènes, c'est pas un paysage inerte. Nouvelle-Calédonie, enfin la terre. Voilà, c'est pareil. Et en même temps, le tourisme fonctionne là-dessus. Il faut monter en haut d'Uluru parce qu'aller là et puis pas monter en haut au lever du soleil. Donc il y a une sorte comme ça presque de mauvaise foi où on autorise les choses en culpabilisant les gens. Les touristes qui arrivent en haut d'Uluru sont culpabilisés. C'est terrible. Le lever de soleil est beau, mais je pense qu'on part avec une sorte de... Et en Australie, il y a forcément des crocs. C'est-à-dire des crocodiles. Hein. Et celui-ci, par exemple, la bête fouillait le sol nerveuse autour de moi. Je me suis traîné à l'abri d'une souche. Le crocodile énorme reposait sur son ventre, gueule grande ouverte, comme essoufflé. Un monstre d'un autre âge, pattes arquées, difformes, mâchoire à demi édentée. J'étais à 2 mètres de lui et il ne bougeait pas. Il devait être aveugle ou bien prenait son temps. Il savait à coup sûr que je n'irais pas loin. Voilà donc où menait ma route. C'était écrit au commencement. Les corbeaux grondaient sur leurs branches. Ils se sont envolés dans un fracas de plumes. Quand j'ai levé la tête, Augustus était là, torse nu, étrangement calme. Et je ne vous livre pas la fin de cette histoire. Suspense absolu. Et une question sur... Et avant, on va passer un petit extrait de Chatwin qui parle de la Patagonie, qui est un autre endroit où vous êtes allé, côté chilien et argentin. Est-ce que le fait d'être le traducteur que vous êtes, donc le parfait bilingue que vous êtes dans un pays comme l'Australie? Ou est-ce que ça n'empêche pas le contact? Ça le facilite, j'imagine, mais est-ce que cette possession de la langue vous met beaucoup plus à portée? Bon, je pense que n'importe quel Australien qui m'entend lui dire bonjour sait que je ne suis pas... D'accord, oui, mais quand même. Déjà, vous traduisez James Smith chez Métayer, Les combattants de l'Arc-en-Ciel, la première expédition de Greenpeace de Robert Hunter chez Goldmeister. Donc, non, bon. ça m'aide. Et puis pour moi, c'est nécessaire. Je ne m'imagine pas aller dans un pays. Et ça me pose beaucoup de problèmes d'ailleurs. Il y a plein d'endroits où j'ai envie d'aller. Je n'imagine pas, par exemple, voyager longtemps en Russie sans parler le russe parce que ça met une distance qui vous coupe des gens. Peut-être lui donner des conseils, Marc. Oui. Bon, alors je vais prendre des cours avec... Et puis à Ulaanbaatar éventuellement aussi. Hein. Oui, peut-être. Bruce Chatwin, voilà comment il parle de la Patagonie. Extrait, apostrophe, 6 juillet 1996. La Patagonie est devenue une espèce de Far West parce que c'est exactement le même terrain qu'avec les montagnes comme les Rockies, avec les plaines. Et j'étais dans un bar avec quelques gauchos, qui m'a expliqué des histoires, une conte d'un autre Américain. Il parle d'une petite cabane qui est à peu près 20 km, disons qu'il y avait les Américains qui vivaient là-bas. Et j'avais pensé qu'il parle des hippies ou des choses comme ça. Et puis je me suis arrivé à cette cabane. Il y avait une vieille métisse indienne qui a parlé. Oui, c'est une très belle maison. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un poêle et mis un papier peint sur le mur et tout ça. Et c'était la cabane construite par Butch Cassidy et le Sundance Kid en 1902. Et j'avais trouvé depuis une lettre par Butch Cassidy lui-même en décrivant la construction de cette cabane. Comment faites-vous pour rencontrer tous ces gens étonnants? Parce que les personnages là-bas sont... Si vous êtes dans un cul-de-sac comme ça, les personnages sont jetés en autre relief. C'est-à-dire, toute leur histoire, c'est très facile à découvrir. Et autrement, dès qu'ils sont abandonnés dans leur petite poste, dans leur rancho, ils sont tous les... je sais... en dire verbal, c'est-à-dire ils vous disent tous. Vous entrez à la maison, vous avez toute leur vie. Ils vous racontent tout. Ils racontent tout. Ouais. Comment faites-vous pour rencontrer tous ces gens extra? Un mot de commentaire sur... Chatwin, c'est la référence. C'est amusant. Moi, je suis allé en Patagonie il y a des années parce que j'avais lu ce livre. Le champ d'épices sur l'Australie, c'est un des catalyseurs qui m'a fait aller en Australie. Non, Chatwin, c'est un personnage...
qui a donné envie de voyager à des tas de gens parce qu'il y avait cette espèce de mise en scène du voyage extraordinaire. C'est très différent de ce que j'essaye de faire parce que moi j'essaie au contraire de m'effacer. C'est à l'opposé, ouais. Et lui, il a une mise en scène de sa personne. C'est une sorte de dandy comme ça du voyage, mais il est fascinant. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui, quand vous m'avez demandé ça, j'étais terrorisé. Moi, j'ai des problèmes avec les objets qui me le rendent bien. D'ailleurs, merci pour le verre en plastique. Oui, tout à fait. Parce que alors, j'ai amené une carte. Tout à l'heure, juste avant l'émission, il a cassé 2 verres. Voilà, c'est pour ça que les objets sont... j'ai amené une carte parce que, à bien réfléchir, c'est quand même, je suis un peu obsédé par les cartes. Et l'Argentine et la Patagonie. L'Argentine, parce que j'en reviens, que j'y retourne, et puis que c'était mon premier grand voyage, la Patagonie. Donc voilà, chaque fois que... Je pense que les cartes, c'est une invitation au voyage. Après, quand elles rentrent, elles changent totalement. Elles prennent un autre aspect. Tu crois, des odeurs, des taches. C'est vrai que mon appartement est tapissé de cartes. Donc c'est le seul... Marc Ferraud, comment est-ce que vous entendez cet historien du pied? Écoutez, moi, je le comprends tout à fait. Cet historien par les pieds. Je comprends tout à fait parce que... À un certain moment, j'ai analysé des films, n'est-ce pas, pour essayer d'en tirer la substance historique, étudier les sociétés par le cinéma. Mais je n'ai jamais étudié, par exemple, le cinéma japonais parce que je n'ai jamais été au Japon. C'est-à-dire que je n'aurais pas compris le langage des fleurs et j'aurais fait des contresens sur les scènes. Je n'ai jamais écrit sur des pays que je n'ai pas visités. J'ai été en Australie, n'est-ce pas, bien sûr. Comme j'ai écrit sur les colonisations, certainement les pays sur lesquels je n'ai pas mis les pieds, je n'ai pas osé écrire une ligne. À moins que ce soit quelque chose de très théorique et abstrait. Donc, il faut connaître les gens, par en bas, pas les officiels, bien sûr. Ça, il y a les journaux pour ça. Il faut connaître que les idiots, comme dirait Madante. Sans doute. Mais ils ne sont pas si idiots qu'ils en ont l'air. Non, il faut connaître les sociétés, justement, par le bas, jamais par le haut. Un mot, Emma, sur... Oui, je pense que pour un voyage, il faut, en fait, il y a une différence entre le touriste et le voyageur, parce qu'en fait, le voyage, en fait, efface aussi tes certitudes, tes habitudes, tes repères. Donc, c'est important, en fait, de se perdre, de se confondre dans un monde nouveau. Donc, c'est temps pour écrire ce livre. C'est peut-être parce qu'il a eu le désir et il a eu besoin de prendre un peu de distance pour oublier ce voyage, pour pouvoir l'écrire, justement. Si vous le dites, mais il l'a déjà dit. Nous a rejoint Mine Train de Nuit du magazine littéraire, avec un entretien exclusif, Julien Gracq, le dernier des classiques pour l'édition de ce mois-ci. Et puis Mine, votre conseil de lecture, pour tous ceux qui nous regardent, c'est David Mitchell, Cartographie des nuages, aux éditions de l'Olivier. C'est un auteur britannique de 38 ans, c'est le 2e livre, je crois, salué par ses pairs, très largement également par la critique. Candidat, enfin pas candidat d'ailleurs, nommé pour plusieurs prix. Et là, il écrit un livre à plusieurs voix qui s'appelle Cartographie des nuages. Qu'est-ce ? Alors, dès le premier roman de David Mitchell qui était écrit, Fantôme, on avait compris que ce qu'il aimait, c'était le roman choral, le roman polyphonique, le roman où il entremêlait plusieurs voix et où il pouvait brasser aussi bien les destins que les époques et les genres littéraires. Et donc, dans Cartographie des nuages, on a ainsi 6 narrateurs qui succèdent les uns aux autres. Ouais. On a aussi bien un notaire qui, en 1850, traverse l'océan Pacifique. On a ensuite un jeune compositeur qui, dans les années 1930, se retrouve enfermé dans un château près de Bruges. On a ensuite une journaliste d'investigation qui se bat contre une multinationale impliquée dans une espèce de complot nucléaire. Et puis ça se poursuit jusque dans un futur lointain où on a par exemple un clone androïde au sein d'une espèce de dictature soft gouvernée par le consumérisme et par l'individualisme et l'exclusion. Et ce qui est assez étonnant dans ce livre, c'est il fait 600 pages qui se dévorent sans peine, parce que la construction s'est construite un peu comme une pyramide. C'est-à-dire qu'on a 5 moitiés de récits qui s'enchaînent les unes les autres grâce à différents artifices de forme et de fond, notamment une tâche de naissance récurrente chez les personnages qui donne le sentiment qu'en fait on est un peu comme chez les bouddhistes dans un cycle de réincarnation. Et donc ces 5 moitiés de récits se succèdent, le 6e arrive, il fait la pyramide, et on a ensuite 5 moitiés de récits qui complètent les 5 premières qu'on a vues.
Et donc c'est vraiment un récit à 6 voix. Et d'ailleurs, Cartographie des nuages, c'est le titre d'une composition qu'écrit l'un des personnages, qui est évidemment un sextuor musical. Voilà. Et il y a tout le temps comme ça des petites métaphores de l'un à l'autre. Et il y a tous des effets d'écho, de symétrie, des parallèles qui nous permettent de basculer d'un récit à un autre. Et il y a également dans le fond un combat en fait de valeurs, de vision du monde et d'idéologie. On a d'un côté les pulsions prédatrices, égoïstes, l'individualisme, la loi du plus fort, et de l'autre côté la vérité, la justice, la solidarité, qui sont rejouées à chaque époque et suivant chaque histoire. Et ce qui est assez intéressant en même temps, c'est que, non content de brosser comme ça une espèce de labyrinthe de destin, une traversée temporelle et spatiale, il s'est dit aussi, je vais faire une traversée de l'histoire littéraire pendant que j'y suis. Donc on va utiliser toutes les formes possibles et imaginables de la fiction, le journal de voyage, le polar, le roman épistolaire, le simple dialogue qui louche un peu vers le théâtre. Et on va faire des clins d'œil aussi bien au premier récit de voyage de Melville, on retrouve la thématique que vous abordiez tout à l'heure, jusqu'au roman d'anticipation, tel que Le meilleur des mondes, auquel on pense. Ça s'appelle Cartographie des nuages, aux éditions de l'Olivier. C'est un très beau livre, très bon livre pour l'été. C'est le moment où on peut commencer à lire des livres qui comptent... c'est 650 pages, mais... Ah oui, mais il n'y a pas de problème. On ne laisse pas passer, c'est très bien. Dites-moi, Mine, vous qui êtes rédactrice en chef du magazine littéraire, comment fait-on pour obtenir un entretien exclusif de Julien Gracq, qui est ce reclus quand même? Il est un peu reclus, le garçon. Eh bien, on trouve les personnes qu'il faut, et surtout, je pense que c'est Julien Gracq, tout simplement, a choisi aussi de l'accorder au magazine. Je pense qu'il ne l'aurait pas accordé, enfin, c'est pas pour flatter le magazine, mais bon, voilà, je pense qu'il avait envie de répondre. Oui. Ah oui, vous êtes piégé là. Mais vous savez c'est le directeur de la rédaction qui a vu Julien Gracq, qui a eu l'occasion de le voir assez longuement, avait raconté que... Une anecdote, il voit Julien Gracq, quand je le vois au retour, il me dit oui, je l'ai vu, moi je dis, ça devait être magnifique, tu as fait un pèlerinage, tu as parlé d'histoire littéraire et tout. Et il me dit oui, et on a aussi parlé de point retraite. Et moi j'ai dit, mais comment ça, vous avez parlé de point retraite? Et alors là, il m'a raconté que Julien Gracq lui avait dit que la sécurité sociale, à un moment, a coupé sa retraite, a cessé les versements. Puis il a protesté au bout de quelques mois en demandant, mais pourquoi est-ce que je ne reçois plus d'argent? Et il a appris qu'en fait, c'est courant, quand on est très vieux, on vous coupe comme ça les vivres pendant quelques mois parce que c'est pour vérifier que vous n'êtes pas mort. C'est pour vérifier que vous n'êtes pas mort. Et au bout de 3-4 mois, si vous réagissez, donc vous êtes vivant, vous avez le droit de continuer à toucher votre retraite. Mais sinon... Voilà, vous êtes éliminé. On le sait. Voilà. Général, les gens meurent. Merci Julien Gracq c'est de l'infoservice. Donc Julien Gracq qui fait de l'infoservice dans cette émission. On aura tout vu. Carmen Consoli, deuxième extrait de votre spectacle, Carmen au spectacle, Tutto su Eva, Ève contre Ève. Carmen. Guardami negli occhi, spogliati da ogni falsità. Quell'aura di purezza tradisce diaboliche anomalie. E sai di cosa sto parlando? Di cosa ho bisogno? Eppure avrai il coraggio di chiamare l'evidenza casualità. Bramosia e doppiezza complottano con la più efferata crudeltà. E sai di cosa sto parlando? E che mentire non è il rimedio ad un torto. Giurerai
su Dio e su tua madre di non aver colpa, mentre le lacrime corrono. Guardami negli occhi, spogliati da ogni falsità. Eva, con l'aura di purezza, tradisce diaboliche anomalie. Fuggi quel mostro immondo che hai creato, quel sonno che non concede riposo. Mettendo in scena l'ennesimo dramma, mentre le lacrime corrono sulle tue guance infuocate. Eva, e giurerai su Dio e su tua madre di non aver colpa, mentre le lacrime bagnano la tua camicia di seta. Credetemi, un sortileggio è l'opera di un incantesimo. Non ero padrona delle mie facoltà. Piangerai mettendo in scena l'ennesimo dramma, mentre le lacrime corrono sulle tue guance infuocate. Eva, e giurerai su Dio e su tua madre di non aver colpa, mentre le lacrime corrono. Merci Carmen. Merci Carmen. On termine cette émission avec Jusqu'à Tombouctou, et ceci pour vous parler d'un spectacle musical qui a lieu au Quai Branly du 14 au 17 juin qui s'appelle Desert Blues. À cette occasion, les éditions Arte publient en tout cas un DVD Jusqu'à Tombouctou avec le film Desert Blues, un voyage musical au cœur du Mali, accompagné également par ce livre de Michel Jaffrenou, texte du conteur Henri Gougaud. Ça s'appelle Jusqu'à Tombouctou, c'est chez Arte Éditions. Je voulais également, voilà le Jusqu'à Tombouctou, on l'écoute un peu, on avait quelques images, est-ce qu'on peut entendre un peu la musique? Sinon je vous parle cinéma, ce que je vais faire. Des rechefs, on entend un peu la musique quand même encore. Cinéma avec le 60e Festival de Cannes. Voyez les plus grands faire des courts-métrages à l'occasion du la 60e édition du festival. Ça s'appelle À chacun son cinéma. Moretti, les frères Cohen, Coris Mackie, Kitano, Ken Loach ou encore Wong Kar-wai ou Manuel de Oliveira par exemple. Et je voulais vous signaler chez Carlotta Le Temps des Gitans d'Emir Kusturica. C'est la première fois qu'un des films de Kusturica sort ainsi en DVD. Kusturica qui va faire une adaptation de ce film pour l'opéra. Ce sera aux alentours du 26 juin et jusqu'au 15 juillet à l'Opéra Bastille avec son No Smoking Orchestra. Adaptation opéra punk du Temps des Gitans. Deux conseils de lecture. On parlait tout à l'heure de l'esclavage et de la colonisation. Chez PUF, Esclavage et colonisation, les sources du débat. La revue Culture Sud consacre également un retour sur la question coloniale dans son numéro d'avril-juin 2007. C'est la fin de cette émission. Merci madame, merci messieurs, merci Mine. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui sera essentiellement musicale, un best-of des meilleurs moments musicaux de cette émission. Fin de cette émission donc, la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis et il y avait en France au 1er janvier du mois dernier 60 698 détenus pour seulement un peu plus de 50 000 places. Bonsoir, bonne nuit, à la semaine prochaine.
Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien.